pour ce chapitre 10 qui s'appelle mécanique quantique, ou plus ou moins, ou plutôt, pardon, introduction à la mécanique quantique, nous avions cette activité à faire qui s'appelle l'échange d'énergie de l'atome. Donc, dedans, il y a des choses que vous connaissiez, il y a des choses que vous ne connaissiez pas, qui sont nouvelles. Donc, je ne vais pas lire le texte qui est là. On va directement attaquer les questions. Donc, il y avait une première question qui était, d'après le texte, comment s'effectuent les échanges d'énergie avec l'atome? Alors, quelles sont vos réponses? Bah, c'est par rayonnement. Le rayonnement, c'est un mot qui va regrouper le tout. Mais dans le rayonnement, eh bien, on avait absorption ou émission, d'accord? Dans les deux sens. Et là, on va parler de photons, en fait. Donc, oui, si on veut répondre précisément à cette question 1, c'était absorption ou émission de photons. Voilà comment les échanges d'énergie avec un atome vont se faire, d'accord? Alors ensuite, on avait vu hier cette relation. Nous, on l'avait appelée plutôt delta E. Delta E, ça correspond à un échange énergétique. Si on utilise E tout court, on arrive quand même à comprendre ce que c'est. Mais... Donc delta E est égal à HC sur lambda. Ça, c'est la relation qu'on a vue hier, qui s'appelle la relation de Planck-Einstein. Pourquoi elle permet d'expliquer la partie du texte en italique? Alors pour ça, il faut que je remonte un petit peu. La partie du texte en italique, c'était donc celle-ci. L'énergie du photon échangé et donc sa longueur d'onde et sa couleur, forcément, sont déterminées par le type d'atome ou de molécule concerné. Alors, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Ah, je crois savoir. Vas-y. Parce que chaque atome a des niveaux d'énergie qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'hydrogène, c'est 13,6 pour l'état Oui. fondamental et que peut-être que le carbone ne sera pas la même chose. Voilà, c'est ça, exactement. C'est parce que les niveaux d'énergie dépendent du type d'atome. Donc après, les transitions, bah forcément, elles ne correspondront pas au même saut énergétique à chaque fois. Ensuite, citer les 3 modes de transfert d'énergie de l'atome évoqués dans le texte. Absorption, stimulée émission et spontanée. D'accord. Donc au niveau de l'absorption, il y a un type d'absorption. Par contre, il y a 2 types d'émissions. Et on demandait d'associer à chaque schéma de la figure 1, eh bien, chaque type de transfert. Moi, j'ai mis le A, c'était l'absorption. Ouais. Ouais. Oui, il y a absorption d'un photon, et on voit que la flèche, elle va vers le haut, c'est-à-dire que on va avoir passage d'un niveau énergétique bas vers un niveau énergétique plus haut. D'accord? Ensuite, le B, c'est quoi? Spontané. L'émission spontanée, c'est-à-dire que lors de sa désexcitation, eh bien, un atome va émettre un photon, donc on va passer d'un niveau énergétique assez haut vers un niveau énergétique plus bas avec émission d'un photon. Ça, c'est le fonctionnement classique. Et ça, c'est le fonctionnement L'absorption. classique. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Et donc, ça s'appelle spontané. Ça s'appelle spontané parce que on ne peut pas prévoir quand est-ce que ça... Spontané, ça veut dire que ça se fait tout seul, en fait. Ça se Ouais, fait tout rien ne seul, provoque. et on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va se faire. Par exemple, les lampes qu'on utilise, alors pas les lampes à incandescence, mais les lampes à décharge, ce qu'on appelle des fois les néons. En fait, ce n'est pas du néon qu'il y a dedans, c'est plutôt du mercure. Et bien, dans les lampes, comme ceci, les lampes, les tubes, si vous voulez, ce qu'on appelle aussi tubes fluorescents, eh bien, contiennent un gaz, c'est du mercure, donc c'est toxique au passage, qui est soumis à des décharges électriques, et ça va avoir comme effet d'exciter les atomes de mercure, et ensuite, eh bien, ils vont se désexciter, mais de façon spontanée. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment prévoir. Alors, on peut compter combien il y en a en moyenne, on peut faire des statistiques, mais on ne peut pas prévoir pour un atome donné quand est-ce qu'il va se désexciter. D'accord? Et donc, ils sont excités en permanence pour qu'on remplace ceux qui ont été désexcités par d'autres pour qu'il y ait toujours de la lumière. Et alors, l'émission stimulée, c'est la dernière. Ça, c'est la nouveauté d'aujourd'hui.
Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi consiste ce dernier mode de transfert, de ce que vous avez compris? Bah, c'est juste on envoie un photon sur un atome qui provoque une désexcitation et qui, du coup, il y a deux photons qui sortent et qui ont la même direction que le Ouais. premier. Voilà, en fait, par rapport à la précédente, voilà, c'est ça, tu as bien résumé. Par rapport à la précédente, on a un photon. Alors, il faut qu'il y ait une condition, c'est que le photon qui arrive doit avoir la même énergie que le photon qui va être émis lors de la désexcitation. Mais en gros, pour l'émission stimulée, eh bien, vous avez un photon qui va provoquer la descente énergétique d'un atome qui était déjà excité. Pour ça, il fallait donc que ce photon incident arrive sur un atome qui était déjà excité et il va provoquer Il en libère un deuxième. la désexcitation. Donc, si vous voulez, le photon incident, eh ben, on le retrouve. Alors, c'est lui, celui du haut, celui du bas, peu importe, c'est juste un schéma. Et puis, il y a un photon de même énergie qui va être émis en même temps. Et du coup, c'est ça, il fallait que l'atome soit déjà excité, enfin que l'électron de ce photon, il soit déjà excité. Voilà, exactement. Il faut que l'atome soit déjà dans un état excité pour provoquer la désexcitation. Et c'est possible qu'il soit stable dans un état excité En général, non. C'est-à-dire que on va voir comment ça fonctionne après avec un laser, puisque c'est ce qui est utilisé dans les lasers. Mais en général, ça ne peut pas rester, des centaines d'années comme ça dans un état excité. Okay. C'est un état qui n'est pas stable. En fait, l'état stable, c'est l'état fondamental, celui où l'atome n'est pas excité. Ouais. Alors, d'après le texte, comment faut-il s'y prendre pour mettre en œuvre chacun des modes de transfert d'énergie avec l'atome? Alors, en ce qui concerne, oui, en ce qui concerne l'absorption d'énergie par un photon, on l'excite en mettant un courant électrique? Concrètement, on peut l'exciter voilà, par décharge électrique. Mais c'est un photon qui arrive sur l'atome là. Dans le premier mode de transfert. Oui. C'est un photon, donc c'est forcément de la lumière, non? Donc voilà, ça va être des flashs lumineux, mais quand on fait des décharges électriques, ah oui, d'accord, ok. Une décharge électrique, ça va provoquer comme une étincelle, donc on peut avoir aussi émission de photons. Pour la deuxième façon d'échanger de l'énergie, donc l'émission spontanée, il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Donc, quand on vous demande comment faut-il s'y prendre, bah, pour cette émission spontanée, il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Et quant à la dernière, il faut, on vient de le dire, qu'un photon soit envoyé sur l'atome, sur un atome qui était déjà excité. Ok. Ensuite, quel transfert d'énergie ont subi les 5 atomes de la figure 2 entre les instants T1 et T2? Alors, bah là, c'est stimulé, là. Stimulé. Ouais, c'est stimulé. Voilà, entre ce schéma-là et ce schéma-là, bah, on voit qu'il y a des atomes pour qui il ne se passe rien. Par contre, pour les atomes numéro 2 et numéro 5, comment vous savez que c'est une émission stimulée? Parce que ça en libère deux autres. Oui, il y en a deux. Parce qu'ils en libèrent deux en même temps. Qui ont la même direction que les premiers aussi. Et qui ont la même direction. Même direction, même sens. Et voilà, exactement. Et même question entre cette figure-là et cette figure-là. Qu'est-ce qui se passe? Là, du coup, c'est spontané. Donc, oui, c'est spontané. Voilà, pour ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les atomes numéro 4 et numéro 3 font une émission spontanée, c'est-à-dire que déjà, ils émettent un seul photon. Et dans un sens aléatoire. Et puis dans une direction aléatoire. Alors, juste une petite remarque que je n'ai pas encore faite parce que je l'ai moi-même utilisée. On va voir dans ce chapitre et même dans les exercices, parce que c'est quelque chose qui est utilisé en physique très très souvent. Vous allez souvent voir ce petit symbole pour dire émission d'un photon, vous voyez? On le voit un peu partout, ce symbole. C'est-à-dire une flèche avec des petites vagues. Il ne faudrait pas que ça évoque pour vous quelque chose qui est faux. Le photon, il ne se déplace pas sous forme de vague. Hein. C'est juste un symbole qui n'est pas très heureux, à mon avis, qui a été utilisé. Des fois, on rajoute dessus h nu, pour bien faire comprendre que c'est un photon d'énergie h nu.
Mais ça, c'est souvent de cette façon-là qu'on représente un photon. Un photon, ça se déplace pas, ça se propage pas en suivant une sorte de sinusoïde. Un photon, ça se propage en ligne En droite. suivant une droite. Donc, si vous voulez, on devrait représenter ça par une flèche. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est ce symbole-là qui est un peu trompeur, là, cette espèce de vague. C'est souvent la façon qu'on utilise en physique pour représenter émission ou absorption d'un photon, puisque ça dépend aussi du sens de la flèche, bien sûr. Mais attention, il n'y a pas de propagation comme ça en forme de sinusoïde. La propagation de la lumière, elle est bien rectiligne. Voilà. Enfin, dernière question. Pour les deux modes d'émission décrits dans le texte, citez les caractéristiques des photons produits. Alors, dans le cas spontané, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça redescend vers un état fondamental en émettant la lumière. Oui, et quelle est la caractéristique des photons produits? Sont dans une direction Pas dans tous les aléatoire, sens, c'est pas ça? Oui, ça c'est part dans ça. n'importe quelle direction. Ça part dans n'importe quelle direction et ça se fait n'importe quand puisque c'est spontané, c'est-à-dire que ça a un caractère aléatoire. La seule chose qu'on peut calculer, en fait, c'est l'énergie et donc la longueur d'onde avec la relation de Planck-Einstein. Mais on ne peut pas prévoir grand-chose d'autre. Alors que pour l'émission stimulée, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut calculer aussi l'énergie, bien sûr, mais Ça sera de la même sens, même direction que le photon émis. voilà, même Le sens, photo est identique. même direction. Le photon, il est identique. C'est de la lumière qui est en phase, en fait. Hein. Donc, quelle source, bon, vous avez déjà une idée de la réponse, quelle sorte de lumière utilisée notamment en activité expérimentale doit sans doute utiliser les photons produits par émission stimulée? Le laser. Donc, c'est le laser. On est bien d'accord. OK? Pas de questions pour cette première activité? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette activité? Je centre la page. Donc, eh bien, petit 1, l'émission stimulée, c'est ce qu'on vient de voir grâce à cette activité. Et vous voyez, il n'est pas célèbre pour rien. En 1917, Albert Einstein découvre l'émission stimulée. Donc, c'est une découverte d'Albert Einstein. Donc, vous voyez la quantité de travaux qu'il a fait. Et donc, c'est résumé dans le petit texte qui est là. Voilà, donc on en a assez parlé. Ensuite, concrètement, comment on met en œuvre l'émission stimulée pour faire de la lumière laser? Pour ça, je vous avais demandé de regarder l'activité du livre qui permettait de... Bon, ça ressemblait un petit peu à ça, mais sauf qu'il y avait des questions en plus. Donc, une première question était, dans le cas du laser à rubis, quel est l'effet du pompage sur l'énergie des ions chrome Cr3+. Alors, à quoi sert le pompage optique? À exciter les ions Cr3+, et donc augmenter leur énergie. Oui. On a des ions Cr3+, qui sont déjà dans le barreau de rubis. Voilà. Et donc, par pompage optique, donc des flashs lumineux vont apporter de l'énergie à ces ions Cr3+. Donc, au passage, vous voyez qu'on peut très bien parler de niveau d'énergie pour un atome, mais aussi pour un ion. Et donc, ces flashs lumineux émis en permanence vont en permanence faire passer les ions Cr3+ d'un état stable à un état excité. D'accord? Parce que j'ai un truc que je ne comprends pas, c'est comme là, la lampe de xénon, là, elle émet des photons, mais pas dans la direction du laser. Mais on a vu que dans l'émission stimulée, il fallait que les deux photons qui sortent de l'expérience, ils sont dans la même direction de celui qui est entré. D'accord. Et c'est parce qu'en fait, attention, je vais reprendre le stylo. Donc, si vous voulez, ce pompage optique, il sert juste à
faire passer les ions Cr3+, Ah, d'un état à un état excité, oui. exactement, d'un état stable à un état excité. Et ensuite, on les. D'accord. D'accord. Ensuite, l'émission stimulée, comme on a vu avec le petit schéma qui est là, qui vont provoquer la chute, c'est-à-dire d'un état excité à un état stable, et donc Ouais. émettre 2 photons, ça va se faire dans un deuxième temps. D'accord. Donc, à quoi sert la lampe à xénon? Elle sert juste à faire passer les ions chrome Cr3+, d'un état stable ici à un état excité ici. D'accord. Donc, c'est que au début, en fait. Voilà. Mais sauf que pour que le laser émette de la lumière en permanence, après, il faut renouveler en permanence les, Ok. les ions chrome dans un état excité. Donc, comme il faut les renouveler en permanence, eh bien, en fait, la lampe, Ouais, elle il marche clignote, aussi ouais. en permanence. Voilà. D'accord, ok. Ok. Alors ensuite, quelle doit être la fréquence adaptée de l'onde électromagnétique servant à provoquer le passage des ions Cr3+ vers le niveau inférieur? Alors là, il y avait 2 façons de voir les choses. Soit on répondait un petit peu comme on a vu dans l'activité d'avant, soit on faisait carrément un calcul. Donc, je ne sais pas ce qui C'est était. sur lambda. Ouais, je ne sais pas exactement ce qui Ouais. était demandé. Donc lambda égale 694 nanomètres. Voilà. Alors, allez-y, je vous écoute. C égale à lambda sur T. Très bien. Donc, C est égal à lambda fois F. Donc, F, c'est C sur lambda. Ah, ok, écrivez. C'est nu. Ou... Ouais, c'est pareil. D'accord. Et du coup, c'est égal à 3,00 fois 10 puissance 8 sur 694 fois 10 puissance moins 9. Très bien. Et ça fait 4,3 fois 10 puissance 14 Hz ou 4,3 fois 10 puissance 5 GHz. 32, non? Moi, Ouais, on va rajouter un chiffre significatif, exact. ouais, 4,32, ouais. Et voilà, c'est bon. Et, ouais. Voilà, on peut calculer la fréquence précisément. J'ai entendu, vous avez dit pour la fréquence, effectivement. Là, j'ai mis ce que tu m'as dicté. On peut nu. utiliser la lettre nu sans que ça Mm. soit une obligation. C'est-à-dire que dans un DS, eh bien, vous pouvez mettre la lettre F, ça ne sera pas compté faux. La lettre nu, elle est juste utilisée en physique atomique ou nucléaire. Donc, pour la physique de l'infiniment petit, la fréquence, elle est notée nu, c'est la lettre grecque nu, mais c'est juste une habitude. Voilà. Le fait d'écrire F, c'est pas une erreur. Voilà, passons là-dessus. S'agit-il de niveau électronique ou vibrationnel? Électronique. Oui. Donc, Parce que comme 694, c'est dans le visible, et Oui, ben, c'est du coup, c'est niveau électronique. Parce que je crois que visible, c'est. Enfin, niveau électronique, c'est visible et UV. Et vibratoire, c'est IR. oui, exactement. Donc, hier dans le cours, on a vu que au niveau de la mécanique quantique, donc au niveau de l'infiniment petit, les échanges énergétiques se faisaient donc par quanta, par paquet d'énergie. Et l'exemple qu'on voit le plus souvent, c'est les transitions électroniques. Mais on a vu hier aussi qu'il y avait aussi des absorptions ou des émissions d'énergie qui provoquaient non pas un changement d'état électronique, mais un changement de la vibration quand il s'agit d'une molécule. Mais comme tu l'as bien dit, en fait, ça se passe dans les infrarouges. Donc là, on est sûr que c'est électronique. OK. Pourquoi l'onde est-elle fortement amplifiée? Donc là, on va commencer à rentrer dans les détails. C'est carrément du détail technique, hein. Expliquer comment ça fonctionne. Alors, est-ce que quelqu'un a compris comment ça fonctionnait? Pourquoi on a... Amplifié, ça veut dire plus de luminosité? Oui, Bah, c'est une réaction en chaîne, non? oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus du coup? Bah, il suffit que du coup qu'on envoie un seul photon pour faire la réaction par stimulation là, et du coup il y en a plein qui sortent et donc à Ouais, leur c'est tour ça. qui désexcitent d'autres atomes. Et du coup, bah, ça fait un faisceau laser d'autant plus important puisqu'il il y a plus de photons qui percutent les atomes. Oui. Donc, si je veux faire un petit schéma pour expliquer, pour illustrer plutôt ce que tu viens de dire, admettons qu'on ait un photon
Alors moi, je ne vais pas le dessiner sous forme de vague, je vais le dessiner en ligne droite. Qui, par émission stimulée, provoque l'émission d'un deuxième photon avec un atome voisin, enfin là, je dis un atome, c'est un ion Cr3+, on va se retrouver avec 2. Et effectivement, ça fait comme une réaction en chaîne. Il suffit qu'ensuite, chacun rencontre encore d'autres ions Cr3+, pour qu'arrivé ici, eh ben, on se retrouve avec 2 en plus, mais par atome, donc ça va faire 4, et ainsi de suite. Ah, donc c'est 2 de plus ou c'est 1 de plus? Eh ben, 1 peut en donner 2, et là, ces deux-là, Oui. ils peuvent chacun, provoquer aussi une émission stimulée. Et du coup, après les 4, ça va faire 8 ou ça va faire 6? Et après, ça va faire 2, 4, 6, 8, Ah, ok, d'accord, d'accord. à condition qu'ils rencontrent chacun un atome, d'accord? Ok. Alors, Ça, c'est avec le miroir? C'est grâce au miroir? non, pas encore. Ça, c'est juste qu'est-ce qui se passe lorsqu'un photon eh bien, va rencontrer sur son trajet des ions chrome qui sont dans un état excité. D'accord? Ok. J'ai fait exprès de dessiner ça en travers, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Le laser, en fait, c'est une cavité, comme ça. Je vais la représenter horizontale, avec un miroir à chaque extrémité. Alors, miroir, plutôt comme ça que ça se représente. Regardez ce qui se passe. Pour le schéma que j'ai fait ici, eh bien, une fois que les photons sont arrivés sur cette partie-là de la cavité, du tube, ben voilà, ça va s'arrêter. Cette petite réaction en chaîne va s'arrêter. D'accord? S'il n'y a pas de réflexion. S'il n'y a pas de réflexion, ça va être absorbé par les parois et c'est fini. Tandis que si cette petite réaction en chaîne là, se faisait cette fois-ci non pas dans une direction quelconque, mais dans une direction parallèle à l'axe de la cavité, donc c'est-à-dire comme ça, et bien là, cette réaction en chaîne, voilà, vous avez compris, hein, je ne vais pas les dessiner toutes à chaque fois, cette réaction en chaîne, elle va se multiplier et arriver ici, les photons vont être réfléchis par le miroir qui est là, et ça va repartir par là, et ainsi, on va avoir de la lumière qui est amplifiée et amplifiée et amplifiée et amplifiée. D'accord? Alors, comment on peut récupérer cette lumière? Parce que si ça se passe dans un tube fermé comme ça, on ne peut pas en faire grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on arrive? Comment on fait pour récupérer cette lumière émise par le dispositif? Et du coup, c'est la question 4. Quel est le dispositif? Par quel dispositif on récupère l'onde lumineuse à l'extérieur? C'est le miroir qui est semi-transparent, là. Ouais. Ouais. Alors, il n'est pas semi-transparent, mais Partiellement transparent. partiellement transparent. Et le pourcentage, il est de combien? C'est écrit dans le cours, il réfléchit à 99%. Voilà, c'est ça. C'est écrit dans le document de cours. En fait, ce miroir, il est partiellement transparent. Il est juste transparent à 1% environ. C'est-à-dire que lors de la réflexion, là, au lieu de réfléchir à 100% les rayons incidents, il va en réfléchir 99% au niveau de l'énergie. Donc, il va laisser sortir 1%. Et c'est ce 1% qui va constituer ici le faisceau lumineux qui peut sortir. Tandis que les allers-retours continuent à l'intérieur. Voilà en gros le dispositif qui permet d'avoir de la lumière laser. Alors, proposer un argument pour justifier que l'onde du laser, c'est la dernière question, est monochromatique et aussi très directive. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense que c'est monochromatique parce que en fait, c'est transparent. Du coup, il n'y a pas d'autres couleurs qui viennent intervenir quand ça sort. Moi, j'aurais pu se dire que c'est surtout parce qu'on a une seule espèce chimique, Alors, on a une seule espèce. c'est On a une- CR3+. Voilà, c'est ça. On a une seule espèce. Et si c'est monochromatique, ça veut dire qu'il y a une seule longueur d'onde qui en sort. Ça veut dire que, a priori, ça, c'était pas écrit dans le texte, mais a priori, eh bien, le pompage optique, puis après l'émission stimulée,
ne permet d'avoir que cette désexcitation-là, en fait, entre deux niveaux d'énergie. Deux niveaux d'énergie seulement qui vont être concernés par cette émission de photons. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'autrement, pour un atome, on l'a vu hier avec l'hydrogène, il y a plein de niveaux d'énergie. D'accord? Donc là, a priori, c'est que la lampe à xénon ici émet des flashs lumineux qui va permettre d'exciter l'ion Cr3+, que dans un seul niveau d'énergie excité, pas 36. Sinon, on aurait plusieurs longueurs d'onde qui pourraient avoir lieu. Ensuite, et enfin, pourquoi très directive? Bon, ça, vous avez compris. Toutes les Le directions, miroir? oui, c'est ça, toutes les directions qui ne sont pas parallèles à l'axe du miroir vont s'auto-détruire, entre guillemets, en fait, ne vont pas être perdurées. Il y a celles qui sont dans l'axe du miroir qui, avec les allers-retours, vont donner cette lumière. Donc, en sortie, on va avoir qu'une direction qui va être privilégiée. OK? Ah oui, alors, il y avait une question 6 qui était sur quel type d'émission repose l'effet laser? On va le faire à droite. Donc, quel type d'émission? Stimulé. Et quels sont les deux dispositifs techniques utilisés dans un laser? Le miroir. Donc, le miroir, donc double miroir, ça fait une cavité, on appelle ça une cavité pour amplifier l'onde. Et le C'est dispositif. la lampe à xénon, non? Voilà, la lampe à xénon qui permet un dispositif de pompage. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Vous avez vu, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de calcul, enfin, presque pas. À part si on vous demande de calculer la longueur d'onde émise, mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on a vu hier. Donc, vous avez ça à retenir. Vous avez ça à retenir. Et le fait qu'on ait une lumière très directive et monochromatique, ça, c'est à savoir. Mais c'est simple à retenir. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Ça peut être une petite question de cours. Propriété de la lumière d'un laser, mais c'est vraiment facile à retenir, d'accord? Alors, on est toujours dans la mécanique quantique, et il y a des choses encore plus curieuses dans le monde de l'infiniment petit. On va en parler aujourd'hui. C'est la dualité onde-corpuscule. Donc, la dualité onde-corpuscule, en fait, on en a parlé un petit peu l'autre fois, je ne sais plus quel jour c'était. Et rappelons d'abord le cas de la lumière. Parce que la dualité onde-corpuscule, ça veut dire que pour la lumière, eh bien, elle peut se comporter comme une onde, elle peut se comporter comme une petite particule qu'on va appeler un photon. Et en fait, est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Eh bien, en général, c'est les deux en même temps. Mais suivant les expériences que vous allez faire, eh bien, il y a le caractère ondulatoire qui va permettre d'expliquer l'expérience, alors que parfois, c'est le caractère corpusculaire qui va permettre d'expliquer l'expérience. Donc là, nous avons un texte, je ne vais pas le lire en entier, je vais juste lire l'auteur du texte. Il s'appelle Louis de Broglie. Alors ça s'écrit de Broglie. Il faisait partie d'une célèbre famille italienne qui donc a émigré en France. On va reparler de Broglie après. C'est pas de Broglie qui a eu l'idée de dualité en corpuscule pour la lumière, mais à la base, la lumière, au tout début des sciences, on pensait que c'était plutôt des particules. Puis, il y a eu des expériences de interférence, diffraction, effet Doppler, tout ce qu'on a vu au début de l'année, qui nous permettent d'interpréter tout ce qui se passe en termes d'ondes. Donc, la lumière, c'est une onde. La lumière, c'est une onde parce que la lumière peut subir des phénomènes de diffraction, interférence et effet Doppler. Mais en 1905, Einstein a réussi à interpréter l'effet photoélectrique. Et l'effet photoélectrique a été interprété par Einstein grâce à l'hypothèse que finalement, la lumière n'était pas une onde, mais une petite particule qui va appeler photon. Une petite particule qui va s'appeler photon. Et l'énergie d'un photon, ça va être H fois nu. D'accord? Ok.
Donc, dans le cas de l'effet photoélectrique, eh bien, on ne pouvait pas interpréter cet effet en disant que la lumière était une onde. Je vous explique rapidement cet effet. Vous prenez un métal, par exemple, vous prenez un métal constitué d'atomes dont certains électrons peuvent être libérés. Certains électrons peuvent être libérés. Bah, ça peut être du fer, ça peut être du cuivre. Vous savez que, par exemple, dans le cas du cuivre, le courant électrique, il est provoqué par des électrons. Ces électrons, ils viennent des atomes eux-mêmes. Donc, il y a des électrons qui peuvent être facilement libérés des atomes. Eh bien, l'effet photoélectrique, je vous l'explique de façon très sommaire, l'effet photoélectrique, il est un peu curieux. Ça a longtemps étonné les physiciens. Donc, l'effet, si vous voulez, il a déjà été observé expérimentalement, mais il n'était pas compris. On envoie de la lumière sur un métal. Alors, pour que les électrons soient plus facilement arrachables, eh bien, en général, on chauffe. En général, on chauffe le métal. On envoie de la lumière sur un métal et il y a des électrons qui peuvent être éjectés. Alors, tout ça, ça se passe dans le vide. Tout ça, ça se passe dans le vide. Sinon, les électrons, ils rencontreraient des molécules de gaz que constitue l'air et on ne pourrait pas les détecter. Mais... Donc, on fait une expérience dans le vide et il y a des électrons qui peuvent être arrachés d'un métal. Hein, ils peuvent partir dans différentes directions. Et en fait, il y avait quelque chose de curieux, c'est que les électrons qui étaient arrachés à ce métal, disons le cuivre, eh bien, ne dépendaient pas de l'intensité du faisceau lumineux. On aurait pu croire que plus l'intensité du faisceau lumineux était grande et plus il y avait des électrons. Par contre, un facteur qui était très important, c'était la longueur d'onde. La longueur d'onde de la lumière qu'on envoyait faisait qu'on avait ou pas des électrons, qui sortaient de ce métal. En particulier, si la longueur d'onde qui était envoyée sur le métal était au-dessus d'une certaine valeur qui était seuil, il ne se passait rien. Donc ça avait intrigué les physiciens parce qu'il n'y a rien dans une onde qui pouvait expliquer ça. C'est-à-dire que si la longueur d'onde de la lumière qui était utilisée était trop grande, il y avait une valeur seuil en fait, eh bien, il n'y avait rien qui sortait, il n'y avait pas d'électrons qui étaient éjectés. Au contraire, si la longueur d'onde était sous ce seuil, en dessous d'un certain seuil, eh bien, même si on envoyait très peu de lumière, ça arrivait à arracher des électrons. Donc, c'était très paradoxal parce que si on envoyait beaucoup de lumière, par exemple l'infrarouge, ça ne faisait rien du tout. Alors que si on envoyait un tout petit peu de lumière ultraviolette, ça permettait aux électrons d'être arrachés. Donc, c'est Einstein qui a proposé cette solution en disant, bah, finalement, la lumière est constituée de petits grains de lumière que je vais appeler photons. Et chaque petit grain de lumière, chaque photon, a une énergie qui est égale à h nu, qui est donc et c'est égal à hc sur lambda. Et voilà l'effet photoélectrique qui était expliqué ainsi, c'est-à-dire que par rapport à ce que je vous ai dit, vous savez qu'une lumière ultraviolette a une longueur d'onde plus petite qu'une lumière infrarouge. Donc voilà pourquoi ça marchait bien avec les ultraviolets, mais pas les infrarouges, parce que puisque lambda est petit, eux étaient suffisamment grands. Voilà. Vous avez compris l'idée? Ouais. Voilà. Donc voilà l'idée pour l'explication de l'effet photoélectrique. Donc, il finit ce petit texte en disant « Il faut donc de toute nécessité chercher à trouver une sorte de compromis, voilà, une sorte de compromis entre l'aspect granulaire, alors ce qu'il appelle l'aspect granulaire, c'est l'aspect corpusculaire en fait, et l'aspect ondulatoire de la lumière. Voilà. Et c'est pas tout. Donc le même, Louis de Broglie. Eh bien, lui, c'était un théoricien, hein, c'était pas du tout un expérimentateur, il ne faisait pas d'expérience, c'était que des théories. Mais lui, il a eu l'idée d'étendre ça à n'importe quel type d'objet microscopique. C'est-à-dire, en 1923, Louis de Broglie postule que la dualité onde-corpuscule s'étend aux particules ayant une masse, c'est-à-dire toute particule ayant une quantité de mouvement
Alors, vous vous souvenez de la définition de la quantité de mouvement? C'est P, MV. voilà, je l'ai rappelé là, hein, P est égal à M fois V. Si vous voulez rajouter un vecteur, on peut. Eh bien, il va associer une onde dite de matière. C'est pas une idée juste comme ça, c'est pas juste une idée en l'air. Il va également associer eh bien, à cette idée une formule. Cette formule sera vérifiée après par la suite, elle vient d'une théorie. Lambda, cette fameuse longueur d'onde, qu'on va pouvoir attribuer même à des particules de matière, donc, est égale à H sur P. Voilà une formule étonnamment simple. Et cette formule, eh bien, elle est à connaître par cœur. Ça fait partie des choses que vous devez connaître. Donc, lambda égale H sur P, vous devez la connaître. C'est facile à retenir. C'est-à-dire H sur M fois V. C'est facile à retenir comme formule. Mais il faut savoir que, voilà. Si vous Mais avez du coup, bien sûr, on pourra aussi l'utiliser dans les ondes ou pas? C'est une formule utilisée dans les ondes? Dans le chapitre des ondes, Oui, on pourra C'est- demander on pourra demander des questions sur ça? oui, parce qu'on peut très bien, et il y en a d'ailleurs, on peut très bien imaginer un exercice où on va commencer par calculer la longueur d'onde associée à une vraie particule de matière pour ensuite eh bien, lui faire subir des expériences de diffraction ou interférence, ou même effet Doppler, comme on a vu au début de l'année. Donc, c'est en ce sens, c'est ce qu'il y aura ici dans l'activité documentaire. On ne va pas la faire aujourd'hui, mais on la corrigera à la rentrée. Hein. Vous verrez de quoi il s'agit. Donc, petit rappel pour que vous ayez ça sous les yeux. Lambda est égal à H sur P, avec H, donc on a déjà vu hier, qui est la constante de Planck. Donc voilà, la plus petite constante dans le monde de la physique. 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde. Voilà. Mais moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est que le photon, il n'a pas de masse. Non. Mais donc, il ne peut pas avoir de quantité de mouvement. Alors, du coup, pour le photon, il n'y a pas besoin d'utiliser cette Il n'y a pas formule. besoin de cette formule, voilà. Le photon, donc c'est une particule sans masse, est déjà caractérisé avec la dualité onde-corpuscule par sa longueur d'onde, vous voyez. Là, cette formule très spéciale de Louis de Broglie, c'est de dire, je prends une vraie particule, je prends par exemple un électron, on va faire un calcul après pour voir. Je prends un électron, et avant de Broglie, personne aurait eu l'idée de dire qu'un électron, c'était une onde. Un électron, il y a eu des expériences, tout le monde sait qu'un électron, c'est une particule, on peut lui trouver une masse, on a mesuré sa masse. Donc, personne ne se serait mis dans la tête qu'un électron, ça pouvait être une onde. De Broglie, lui va dire, pour certaines expériences, il va pouvoir être utile de considérer qu'un électron, c'est une onde. Et d'ailleurs, sa longueur d'onde, on peut la calculer grâce à ma formule. Alors, la masse, ça va être la vraie masse de la particule, en kilogrammes, et la vitesse, en mètres par seconde. Et voilà. Donc là, on parle de vraies particules, d'accord? Donc, si vous avez une calculatrice sous la main, vous allez utiliser la première fois cette formule en calculant la longueur d'onde associée à un électron, dont voici la masse, 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg, qui se déplace à la vitesse de 2 10 puissance 7 mètres par seconde. 3,6 Oui, 10 moins 11. d'accord. Avec quoi comme unité? Mètre. Voilà. Donc effectivement, dans toutes les unités là que j'ai rappelées, j'avais oublié de rappeler, mais ça vous le saviez, que lambda était bien sûr en mètres. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que d'après la relation de De Broglie, d'après la théorie de De Broglie, qui pousse la dualité onde-corpuscule non pas que à la lumière, mais à n'importe quelle particule,
On peut considérer qu'un électron qui se déplace à la vitesse v égale à 2 fois 10 puissance 7 mètres par seconde a une longueur d'onde égale à 3,6 10 puissance moins 11 mètres. Bon, et alors, qu'est-ce que ça peut faire de savoir ça? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça a des applications concrètes? C'est intéressant de savoir ça parce que, notamment, prenons par exemple les expériences de diffraction qu'on a vues avec la lumière au début de l'année. Vous vous souvenez? À quelles conditions est-ce qu'on avait diffraction? Eh ben, on avait diffraction. Ouais. Allez-y, allez-y. Lorsque il lambda fait- était du même ordre de grandeur que l'ouverture. Ou plus Ouais. petit. On avait diffraction lorsque la longueur d'onde était du même ordre de grandeur ou plus petit que l'ouverture. Là, on se retrouve avec une longueur d'onde associée à un électron. Est-ce qu'on pourrait imaginer prendre un électron, l'envoyer sur une ouverture de cette taille-là Ouais, qu'il se fasse dévier. et qui subisse également un phénomène de diffraction? Est-ce que ça vous paraît très envisageable? Qui se sépare en deux comme ça? Pas en deux, qui se séparent en tout un tas de directions. C'est-à-dire que Oui, là, non, ça paraît pas. si j'ai un écran, là, si je mets un écran sensible à des électrons, eh bien, au lieu de se retrouver avec un paquet d'électrons sur l'écran ici, ce qui serait normal, normalement, eh bien, on se retrouve avec tout un paquet d'électrons qui se sont dispersés sur une grande zone. Ça vous Donc paraît- si ça marcherait, ça voudrait dire que l'électron, c'est une onde aussi. Exactement. Donc, comme à chaque fois, en fait, il n'y a que l'expérience qui permet de trancher. De Broglie, il peut toujours proposer ce qu'il veut. Si ce n'est pas, comment dire, vérifié expérimentalement, ça ne sert à rien de faire des théories. Quand on a posé la question à De Broglie, puisque lui, c'était un théoricien, ce n'était pas du tout un expérimentateur, alors figurez-vous qu'il a proposé ses travaux célèbres alors qu'il était très jeune, puisque, en fait, c'est les travaux qu'il a présentés pour sa thèse. Donc, vous voyez, il n'était même pas encore chercheur lorsqu'il a trouvé ça. C'était ses travaux de thèse. Et lui, quand le jury, qui est aussi prestigieux, qui était constitué de Paul Langevin et Jean Perrin, lui a demandé mais comment on pourrait vérifier ça, puisque une théorie c'est beau, si on ne la vérifie pas expérimentalement, elle ne sert à rien. Lui propose la chose suivante, eh ben, on n'a qu'à essayer de faire diffracter des électrons. En fait, expérience que je viens de vous expliquer par mon petit schéma. Mais à l'époque, ce n'était pas possible de le faire. À l'époque, c'était pas possible de le faire. Ça a été fait plus tard. Ça a été fait en 1927. Alors que De Broglie a proposé sa théorie donc en 1924. Donc ça a été fait 3 ans après. Comme je vous disais, c'est assez petit. C'est très petit, même une ouverture qui ferait 10 puissance moins 11 mètres. Quand on sait qu'un atome, ça fait dans les 10 puissance moins 10, ça veut dire qu'on aurait une ouverture qui ferait moins que la taille d'un atome. Ben ça, on le trouve dans la nature, en fait. Quand vous prenez un cristal, c'est un arrangement d'atomes. Un cristal, c'est un arrangement d'atomes très bien ordonné. C'est-à-dire que si je dessine un cristal, que ce soit n'importe quel métal, eh bien, c'est un arrangement très organisé d'atomes. Un empilement, si vous voulez. D'accord? Et il se fait que c'est très régulier. Là, je dessine 2 ou 3 rangées, c'est très régulier. Et l'espacement qu'il y a entre les atomes, il est lui aussi très régulier. Et donc, il va servir d'obstacle pour faire des expériences de diffraction. Donc, en fait, pour utiliser des fentes très très petites et faire des expériences de diffraction, on a utilisé quelque chose qui venait de la nature elle-même, c'est-à-dire des cristaux. Vous voyez, c'était futé. Hein. Donc, depuis, d'autres expériences ont permis de prouver, enfin, du moins de vérifier que c'était vrai. Notamment, une expérience beaucoup plus moderne qui est décrite ici dans l'activité, que du coup, on corrigera après les vacances. Une expérience sur des atomes de néon. Voilà. Dernière chose à dire, eh bien,
en termes de mécanique quantique, c'est-à-dire dans le monde de l'infiniment petit, les expériences d'interférence objet par objet, donc on va appeler ça des quantons. Un quanton, c'est quoi? Eh ben, c'est un objet quantique, c'est-à-dire c'est soit un électron, soit un photon, c'est une petite particule, de matière ou pas. Eh bien, montre l'aspect probabiliste de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir le comportement exact d'un objet unique, mais on peut lui attribuer une probabilité de présence à un endroit donné. Donc, avec un grand nombre de quantons, on peut prévoir, grâce aux probabilités, leur comportement à l'échelle macroscopique. Si je reviens au schéma que j'ai fait tout à l'heure, et puis après, je vais vous passer un tout petit film de 4 minutes qui permet d'illustrer ça, eh bien, je vous ai dit, on fait arriver un faisceau d'électrons sur une fente. Vous avez vu qu'en fait, ce n'était pas une vraie fente, mais que ça serait quand même plus pratique d'utiliser des rangées d'atomes. D'après la théorie de la diffraction, on devrait avoir un faisceau qui s'élargit comme ça. Mais c'est vraiment bizarre, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas à l'avance si on envoie un électron, en admettant qu'on puisse les suivre un par un. Si on envoie un électron, on ne sait pas à l'avance s'il va plutôt aller par là et atterrir ici, ou atterrir ici, ou atterrir ici, ou atterrir ici. Il y a plus de probabilité pour qu'il atterrisse au centre. Donc, si on fait une courbe d'intensité, on va se retrouver avec sûrement une courbe qui ressemble à ça, c'est-à-dire beaucoup plus au centre que sur les bords. Et après, on peut avoir quelques électrons qui vont arriver jusque-là, et après quelques électrons qui arrivent jusque-là. Et en fait, vous voyez que ça, c'est une courbe qu'on a déjà vue, c'est la courbe de diffraction, mais cette fois-ci qu'on avait obtenue pour la lumière. Mais du coup, l'électron, quand il se fait diffracter, entre guillemets, il change juste de direction, en fait. Il change de direction. D'accord, il ne se fait pas séparer, comme on l'avait dit tout Mais à en l'heure. fait, il faut oublier, c'est ça qui est un petit peu difficile, il faut oublier que l'électron, c'est une particule. Il faut se dire qu'au moment où il passe la fente, eh bien, l'électron se comporte comme une onde. Et quand il va D'accord. Et taper... ça, c'est vrai pour n'importe quelle particule. Et voilà, c'est ça. Comme d'habitude, cette petite visioconférence, je l'enregistrerai et que je vous mettrai donc en même temps le petit film que je vais vous faire écouter maintenant. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now, there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits,
we should get, like the marbles, 2 bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of 2 bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange netherworld of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Donc, aspect probabiliste de la mécanique quantique, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Comme on l'a vu dans le petit film, le petit dessin animé, les expériences d'interférence quanton par quanton, c'est-à-dire un par un, montrent bien l'aspect probabiliste de la mécanique quantique. Donc voilà, le petit film, c'était pour illustrer ce dernier petit chapitre. C'est-à-dire que la mécanique quantique, elle est probabiliste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir à coup sûr où, eh bien, si on fait diffracter, par exemple, ou interférer des électrons, on ne peut pas prévoir à l'avance où ils vont atterrir sur l'écran. Mais en revanche, eh bien, on peut, avec des calculs de probabilité, dire eh ben, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient là, là, là ou là, par exemple. D'accord? Ok. Donc, je voulais vous montrer aussi les résultats d'une expérience qui a été faite en faisant interférer des photons un par un. C'est-à-dire que on a bien de la lumière, mais l'objet qu'on va utiliser ici, c'est un photon. Ce sont donc des photons que l'on va envoyer un par un. C'est-à-dire qu'on réduit suffisamment l'intensité lumineuse pour être sûr que un photon va partir un par un. Et sur l'écran, sur un écran placé derrière une double fente, donc des fentes d'ions, on va mettre des détecteurs. Et donc tout un tableau, une matrice de détecteurs. Et là, l'expérience a débuté depuis quelques secondes. On peut déjà voir sur l'écran qu'il y a des photons qui ont été détectés. Et ils ont l'air d'être distribués de façon aléatoire. En même temps, sur le graphe du dessous, eh bien, vous avez, suivant la position, alors là, il y a juste l'axe horizontal qui est représenté, vous allez avoir le nombre de photons détectés. Donc, je vais lancer cette vidéo qui va montrer en temps réel comment les photons vont se distribuer sur l'écran. On voit que ça va assez vite. Je vais faire une pause. On voit que au bout de quelques secondes, les photons arrivent un par un, mais de façon quand même assez rapide. On voit déjà qu'il y a quelque chose qui se dessine. Et la répartition n'est plus si aléatoire que ça, puisqu'on voit déjà apparaître
des zones plutôt riches en photons détectés et d'autres où il n'y en a pas ou très peu. Alors continuons encore l'expérience. Donc on voit que plus l'expérience avance, plus les zones où il y avait des photons détectés s'enrichissent encore plus, et on voit apparaître finalement la même figure d'interférence que l'on a lorsque on envoie les photons non pas un par un, mais de façon continue, c'est-à-dire sous forme d'onde. Donc là, cette expérience montre que même un par un, les photons vont pouvoir réagir en termes d'ondes et créer une figure d'interférence. Voilà, et donc là, petit à petit, l'expérience continuant, on voit apparaître nettement maintenant des franges d'interférence qui se sont construites. Donc finalement, au début de l'expérience, on avait l'impression que les photons allaient choisir leur emplacement de façon aléatoire sur l'écran, mais que finalement, chaque photon va contribuer au modèle d'interférence qui va être visible à la fin de l'expérience. Alors pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, je reviens à ça. Je reviens au calcul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si on se disait, tiens, je vais utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure, lambda est égal à h sur p, pour n'importe quel objet. Voilà, j'ai une nouvelle formule, je vais l'utiliser pour n'importe quel objet. Par exemple, une balle de golf. On n'en peut pas? 45 grammes. Bah oui, mais qu'est-ce qui m'empêche de calculer sa longueur d'onde associée? Parce que c'est que les particules. On pourrait dire que la balle de golf, c'est une grosse particule. Mais il n'y a pas une histoire de masse ou quelque chose comme ça qui fait qu'on puisse. En fait, on n'a qu'à juste essayer. Lambda égale h sur p, si vous le faites sur une balle de golf. N'oubliez pas de convertir les 45 grammes en kilogrammes. On va trouver 4,1 fois Infiniment petit. 10 puissance moins 34 mètres, exactement. Ouais, c'est ça. Alors que tout à l'heure, pour l'électron, c'était petit, mais c'était 3,6 fois 10 puissance moins 11 mètres. Donc tout à l'heure, on trouvait une longueur d'onde associée à l'électron qui était d'un ordre de grandeur comparable à l'objet lui-même. C'est-à-dire que la longueur d'onde qu'on avait trouvée, c'est comparable, c'est dans le même ordre de grandeur que la taille elle-même d'un électron. Même si un électron, c'est plutôt estimé à être dans les 10-15 mètres, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Ici, si on se dit, tiens, je vais faire ça pour une balle de golf, on se retrouve avec une longueur d'onde qui correspond à une taille, à une distance qui n'existe pas en fait. Il n'y a rien en physique qui fait cette taille. 10 puissance moins 34 mètres, ça n'existe pas. L'ordre de grandeur de la taille d'une particule en physique, c'est pour un proton, pour un neutron ou même pour un électron, c'est l'ordre du femtomètre, c'est-à-dire 10-15 mètres. Donc si on essaie d'appliquer la relation de De Broglie pour n'importe quoi, pourquoi pas? Mais après, selon le résultat qu'on a trouvé, si on a un résultat qui correspond à un nombre très 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 petit, qui n'a aucun sens, ça nous montre que pour la balle de golf, c'est ridicule de considérer qu'elle peut se comporter comme une onde, puisque sa longueur d'onde serait trop petit et ça signifierait rien. Alors que pour un électron, c'est possible. Monsieur, si c'est en dessous de 10-15, ça sert à rien de le considérer comme une onde, c'est ça? Voilà, en gros, c'est ça. Okay. Alors, plutôt que de prendre comme critère 10-15 mètres, ce qu'on prend en général comme critère, c'est de le comparer avec l'objet lui-même. Ou alors le comparer avec une fente par laquelle on va le faire diffracter, ou même une double fente par laquelle on va le faire interférer. Alors, conclusion, donc le caractère ondulatoire d'un système matériel, c'est-à-dire une particule, est d'autant plus important que la longueur d'onde de De Broglie est proche des dimensions du système et de son environnement. Voilà. Voilà pour ce côté mécanique quantique. Comme vous pouvez le voir, c'était un chapitre plus d'introduction. Si vous faites de la physique plus tard, vous ferez de la mécanique quantique beaucoup plus compliquée que ça et beaucoup plus mathématisé que ça. Là, si on veut résumer,
Le chapitre, il y a des idées. Comme ça, c'est une idée vraiment nouvelle que vous avez découverte. Et il y a 2 formules dans le chapitre. C'est donc la relation de Bois qu'on a vue aujourd'hui, et puis la relation de Plankenstein qu'on a rappelée hier et que vous aviez également vue en première, c'est-à-dire que delta E est égal à HC sur lambda. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all.